Bon, et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de gestion et finance sur notamment la gestion du besoin en fonds de roulement qu'on appelle plus simplement le BFR. On y reviendra un petit peu par la suite. Deux grandes parties dans ce cours d'aujourd'hui. La première sur le bilan et la deuxième sur les soldes intermédiaires de gestion. La première, le bilan, ça va aller assez vite et puis les soldes intermédiaires de gestion, ça sera un petit peu plus détaillé. Du coup, le bilan. Alors, le bilan d'une entreprise va se présenter avec deux informations principales, deux grandes catégories. Vous avez le passif et l'actif. Le passif, je vais vous l'écrire comme ça directement. Donc, le passif et l'actif. Le passif, si vous voulez, c'est tout simplement d'où provient l'argent qui va servir à l'exploitation de l'entreprise. Ça, c'est le passif, donc l'argent qui va provenir de quelque part pour entrer dans l'entreprise. Alors que l'actif concerne ce à quoi ce même argent va être utilisé au sein de l'entreprise. Donc le bilan passif-actif. Ensuite, quelque chose de très simple, si l'actif est supérieur au passif, l'entreprise réalise ce qu'on appelle des bénéfices, alors que si le passif est supérieur à l'actif, l'entreprise est en perte. Alors, pour ce qui est du passif, je vais effacer l'actif. Pour ce qui est, excusez-moi. Pour ce qui est du passif, vous avez trois grandes catégories. Vous avez premièrement les capitaux, je suis désolé pour mon écriture, les capitaux propres, avec un R c'est mieux. Vous avez les dettes à ce qu'on appelle moyen et long terme, dettes moyen long terme, et vous avez ce que je mets en DC, les dettes à court terme. Donc ça c'est pour le passif. Capitaux propres dans un premier temps, dettes à moyen et long terme, dettes à court terme. Pour ce qui est des capitaux propres, ici, il s'agit donc de la valeur des fonds propres de l'entreprise et il se divise en quatre catégories principales. Le capital social, donc notamment les travailleurs au sein de l'entreprise, les réserves, le report à nouveau et le résultat net de fin de période. Donc quatre catégories dans les capitaux propres, capital social, réserve, report à nouveau, résultat net de fin de période. Pour ce qui est des dettes à moyen et long terme, les dettes à moyen et long terme qualifient ce qui reste dû sur plus de 12 mois. Vous avez par exemple les emprunts bancaires, évidemment, alors que les dettes à court terme, c'est ce qu'il s'agit de dettes remboursables dans les 12 mois à venir. Donc, on parle de dettes à moyen et long terme si vous devez de l'argent sur plus de 12 mois. On parle de dettes à court terme si c'est de l'argent que vous devez dans l'année en cours. Alors, dans les dettes à court terme, vous avez par exemple ce que vous devez à vos fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les charges sociales et patronales à payer. Donc, ça c'était pour le passif. Maintenant, on va passer à l'actif. L'actif, il se divise en deux grandes catégories. Vous avez l'actif immobilisé et l'actif circulant. Pour ce qui est de l'actif immobilisé, ce sont des biens qui sont destinés à rester durablement dans l'entreprise et du coup, l'actif immobilisé va se séparer lui-même en deux catégories. Vous allez avoir les actifs immobilisés incorporels, qui sont donc des biens non matériels. Donc par exemple le fonds de commerce, les marques et les brevets qui sont déposés par l'entreprise. Et vous avez également les actifs immobilisés corporels. Donc ça concerne tout ce qui est outils de travail. Donc par exemple le matériel et les équipements, les logiciels informatiques, les terrains et les constructions. Pour ce qui est de l'actif circulant, ce sont des éléments dans lesquels une entreprise investit de l'argent dans le cadre de son processus commercial.
vous allez avoir 3 sous-catégories. D'abord, les valeurs d'exploitation. Ça va être tout ce qui concerne les stocks. Vous avez les valeurs réalisables, tout ce qui est par exemple les créances auprès de clients, c'est-à-dire ce que les clients vous doivent une fois que vous leur avez vendu un produit. Et vous avez également les valeurs disponibles. Alors, évidemment, pour une entreprise, la décision de contracter un emprunt bancaire ou de réaliser un investissement implique un temps long, c'est-à-dire que vous ne réalisez pas un emprunt bancaire ou un investissement sur du court terme. L'emprunt, il nécessite ce qu'on appelle des ressources stables, alors que l'investissement nécessite ce qu'on appelle des emplois stables. Et évidemment, l'emprunt finance l'investissement sur une longue période. Donc, l'emprunt, ressources stables, investissement, emploi stable. Alors, un petit schéma qu'on va faire ensemble. Qu'on va faire ensemble, oui. Donc, on va parler ici des stocks, ici des fournisseurs, ici créances clients et ici disponibilité. Donc, sur ce schéma, tout part des fournisseurs. Vous êtes une entreprise, vous devez vous fournir auprès de fournisseurs. Vous réalisez donc ce qu'on appelle des achats. Une fois que vous avez réalisé ces achats, vous avez donc des stocks. Une fois que vous avez ces stocks, le but de votre entreprise, c'est de vendre. Donc, vous vendez, ce qui va déboucher sur des créances clients, c'est-à-dire que vous vendez, les clients vous doivent de l'argent. Ils vous doivent de l'argent, donc vous allez réaliser ce qu'on appelle des encaissements. Ce qui va déboucher sur ce qu'on appelle des disponibilités, c'est-à-dire de la liquidité. L'entreprise a désormais de l'argent. Et grâce à ces disponibilités, vous allez régler vos fournisseurs. Tout simplement. Donc, dans le bilan, on va arriver maintenant à ce qu'on appelle le fonds de roulement et c'est ce qui va nous intéresser par la suite. Le fonds de roulement, ce sont les ressources stables moins les emplois stables. Je vais vous le noter d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse prendre un petit peu ça en note. Voilà, je vais vous l'écrire parce que c'est quand même important. Donc, FR, qu'on appelle fonds de roulement, égale ressources stables moins emploi stable. Les ressources stables, c'est notamment les capitaux propres dont on a parlé tout à l'heure et les dettes à long et moyen terme. Voilà. Et le fonds de roulement net, cette fois-ci, ça va être la différence entre l'actif circulant et les dettes à court terme. Maintenant, on arrive au fameux BFR. Donc, le BFR, c'est ce que je vous disais, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, il va être créé par des décalages qui existent dans le temps au sein de l'entreprise entre les règlements qu'on a vus tout à l'heure et les encaissements. C'est-à-dire qu'en fait, dans une entreprise, si vous voulez, quand vous vendez, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les créances clients, c'est-à-dire ce que les clients vous doivent, ne va pas vous être réglé tout de suite, alors que vous, d'un autre côté, vous allez par exemple, dans certains cas, devoir régler vos fournisseurs tout de suite. Ces décalages sont appelés fonds de roulement. Besoin, plus particulièrement, besoin en fonds de roulement. Donc, je vous efface ceci. Je vais vous noter juste que le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, il se caractérise notamment par des décalages entre l'achat de marchandises et la durée de stockage de ces marchandises et donc des ventes, c'est ce que je vous disais. La durée du crédit que vous faites aux clients et le paiement de ces clients qui va finir par arriver à un moment donné.
et la durée du crédit que vous avez contracté auprès de vos fournisseurs et le règlement des dettes que vous devez donc aux fournisseurs. Voilà, donc tout ça c'était le bilan. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Donc, les soldes intermédiaires de gestion, ils sont au nombre de plusieurs, il y en a beaucoup, donc grosse concentration parce que ça peut devenir un petit peu lourd. Vous avez premièrement, donc soldes intermédiaires de gestion, SIG. Dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle la marge commerciale. La marge commerciale, c'est tout simplement la différence entre les ventes moins les achats. Assez compliqué à comprendre. La marge commerciale, c'est tout simplement la différence entre ce que vous vendez et ce que vous achetez. Maintenant, la production. Je vais mettre là. Ça va aller vite, c'est assez simple. Donc, c'est ce que l'entreprise produit. La production, elle va se diviser en 3 catégories différentes. La production vendue, ce que vous vendez. La production stockée, ce que vous avez produit et qui est en attente de vente. Et la production immobilisée qui sert pour l'entreprise. Vous avez en troisième ce qu'on appelle la valeur ajoutée. VA. Valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est tout simplement ce que vous produisez moins ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Je suis désolé, le stylo ne marche plus très bien. Donc, valeur ajoutée, ce que vous produisez également, moins la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, ça va être toutes les charges que vous allez avoir et les charges internes à l'entreprise et les charges externes. Donc, juste des petits exemples. Dans la consommation intermédiaire, vous allez avoir les charges sociales et patronales que l'entreprise doit payer, les salaires que l'entreprise doit payer, par exemple, aux travailleurs. Ça, c'est pour la valeur ajoutée. Alors, quelques précisions sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est utilisée pour plusieurs choses. Pour mesurer le poids économique de l'entreprise, ça permet d'avoir des informations sur quelles sont les finances dont dispose l'entreprise. Analyser les structures et les méthodes d'exploitation. Et également mesurer l'efficacité des facteurs de production, c'est-à-dire le travail. Avec la valeur ajoutée, notamment pour ce qui concerne la production, ça va vous donner une information de est-ce que mes travailleurs sont productifs, est-ce que finalement ils sont en surcharge de travail et qu'ils sont moins productifs, ce genre de choses. Vous avez également ce qu'on appelle, je vais effacer tout ça, l'excédent brut d'exploitation. 3. L'excédent brut d'exploitation, EBE. Alors, l'excédent brut d'exploitation, il va être indépendant de la politique financière de l'entreprise. Il est utilisé pour plusieurs choses, pour maintenir la capacité de production, pour payer les frais financiers, pour payer notamment l'impôt sur les sociétés et pour rembourser les prêts. Ensuite, on en arrive donc au fameux fonds de roulement net dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait le sujet principal de ce cours. Donc, le FR, net, fonds de roulement net. Alors, le fonds de roulement, il doit permettre de financer le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est deux choses différentes. Le fonds de roulement doit permettre de financer le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire ce qu'on a vu précédemment, c'est décalage entre les ventes et les achats, entre les créances et les payes et entre les emprunts et le remboursement. Et également la trésorerie. Le fonds de roulement va venir financer la trésorerie si et seulement si vous avez un excédent. C'est-à-dire que le fonds de roulement, il va d'abord venir financer le besoin en fonds de roulement net, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce que je vous disais tout à l'heure, les décalages. Et s'il reste de l'argent, le reste va dans la trésorerie, c'est-à-dire l'argent propre dont dispose l'entreprise. Ça, on a déjà vu. Tac, tac, tac. Le résultat net. Alors, autre solde intermédiaire de gestion, ce qu'on appelle la CAF, c'est-à-dire
la capacité d'autofinancement. Très important. Alors, la capacité d'autofinancement, elle permet de connaître le montant de remboursement, c'est-à-dire d'emprunt, supplémentaire auquel l'entreprise pourrait faire face sans altérer sa trésorerie afin d'acquérir des nouveaux biens et des nouveaux équipements. Donc, la capacité d'autofinancement, c'est vraiment l'argent que l'entreprise va pouvoir dégager sans utiliser la trésorerie, c'est-à-dire sans utiliser l'argent qu'elle a déjà de base pour pouvoir acquérir de nouveaux biens ou de nouveaux services. Voilà, pour votre information, la capacité d'autofinancement, elle se calcule en moyenne sur 3 exercices consécutifs et elle sera utilisée seulement à concurrence de 50 à 70%. Vous avez ensuite, après la capacité d'autofinancement, ce qu'on appelle le ratio d'indépendance financière. Le ratio d'indépendance financière, il indique le degré d'indépendance de l'entreprise compte tenu de sa structure financière, c'est-à-dire qu'il va permettre de mesurer la limite maximale d'endettement auprès des banques. Donc, il se calcule de la manière suivante, c'est capitaux propres divisé par capitaux permanents. Tout simplement. Généralement, il doit être supérieur à 50% si l'entreprise veut obtenir des prêts auprès de banques. Et en tout cas, il ne doit jamais être inférieur à 33%. Vous avez ensuite, donc, ratio d'indépendance financière. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la MBA. La MBA, c'est marge brute d'autofinancement. Et donc, elle se calcule tout simplement par la capacité d'autofinancement qu'on a vu juste avant sur le CA, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, tout simplement. Généralement, il se situe entre 0,5 et 10%. Ensuite, après la MBA, vous avez ce qu'on appelle le ratio d'autonomie financière, contrairement au précédent, qui va permettre de mesurer le degré de dépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses créanciers, c'est-à-dire vis-à-vis des clients auprès desquels il émet des factures en attendant d'être payé, et qui se calcule par la division des capitaux propres sur le total du passif. Vous vous souvenez, le passif, c'est à la fois les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Donc, le ratio d'autonomie financière se calcule par capitaux propres divisé par le total du passif qui est donc capitaux propres, dettes à moyen et long terme, dettes à court terme. C'est très bien s'il est plus ou moins égal à 20%, il ne faut jamais qu'il soit inférieur à 15%. Ensuite, après le ratio d'autonomie financière, vous avez ce qu'on appelle, je vais le remettre un petit peu comme ça, le niveau d'endettement. Le niveau d'endettement, je suis vraiment désolé, le stylo ne marche plus. Il permet de mesurer le niveau d'endettement de l'entreprise. C'est une création du fonds de roulement et il se calcule par les capitaux permanents divisé par l'actif immobilisé. Tout simplement. En général, il est supérieur à 1. Ensuite, alors je suis désolé, je vais arrêter d'utiliser le paperboard parce que le stylo ne marche pas très bien. La structure de l'endettement, autre solde intermédiaire de gestion, ça va mesurer la solvabilité générale de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est capable de payer. Et c'est très employé auprès des banques car c'est une sécurité pour les créanciers. C'est-à-dire ça va permettre aux banques de voir très concrètement si l'entreprise est capable de rembourser ses prêts et ses emprunts ou non. Donc la structure de l'endettement, elle se calcule par total de l'actif divisé par les dettes à court terme plus à long terme. Et donc, cette division doit être supérieure à 1,
Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que vous êtes capable très probablement de rembourser vos créances auprès des banques. Si c'est inférieur à 1, ça signifie que vous n'allez pas être en mesure de rembourser vos prêts. On en vient donc à la capacité de remboursement différent qui va vérifier si les ressources dégagées par l'entreprise sont suffisantes pour faire face aux dettes à terme. Et elle se calcule donc, cette capacité de remboursement, par les dettes à moyen long terme divisées par la capacité d'autofinancement. Donc, capacité de remboursement égale dette à long et moyen terme divisée par capacité d'autofinancement. Ça, nous avons vu. La production, ratio d'autonomie financière, nous avons vu. Structure d'endettement aussi. Alors, maintenant, les ratios d'activité. Très important également. Les ratios d'activité, alors vous allez en avoir par exemple deux principaux. Vous avez le ratio d'évolution du chiffre d'affaires, ce qu'on appelle le CA, qui va être calculé par le chiffre d'affaires que vous faites cette année divisé par le chiffre d'affaires que vous avez fait l'année dernière. C'est-à-dire chiffre d'affaires sur l'année N divisé par chiffre d'affaires sur l'année N-1. Ça, c'est pour le ratio d'évolution du chiffre d'affaires. Et pour le ratio d'évolution de la marge commerciale, c'est la même division. Marge commerciale de l'année N, cette année, divisée par la marge commerciale de l'année N-1, c'est-à-dire l'année dernière. Vous avez également le ratio de liquidité. Alors, le ratio de liquidité, il permet de mesurer la capacité de l'entreprise à payer ses dettes. Et c'est donc la division de réalisable et disponibilité à court terme divisée par les dettes à court terme. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a fait le schéma avec les fournisseurs, les stocks, les créances et les disponibilités, ce qu'on appelle les disponibilités, c'est notamment les liquidités, c'est-à-dire l'argent que l'entreprise a gagné auprès de ses clients parce qu'elle a réalisé des ventes. Eh bien, le ratio de liquidité, ça va être la division de ces liquidités, donc de l'argent que l'entreprise reçoit, divisé par les dettes à court terme. Pour ce qui est de la rotation créances clients, là c'est un petit peu compliqué, ça va être la division des créances clients plus des effets escomptés non échus, c'est-à-dire ce que l'entreprise prévoit peut-être de ne pas toucher tout de suite, fois 360, divisé par le chiffre d'affaires. Et également la rotation des dettes fournisseurs, donc les dettes fournisseurs, ce que l'entreprise doit à ses fournisseurs, ça va être les dettes fournisseurs fois 360 divisé par les achats que l'entreprise effectue. Vous avez également, ça c'est vraiment en plus comme ratio d'activité, un ratio d'activité qui se traduit par la division du résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Ce ratio, il permet de mesurer la profitabilité de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise dégage des bénéfices. Et vous avez également comme ratio le résultat net divisé par les capitaux propres. Et ce ratio va venir mesurer la rémunération des capitaux qui ont été investis par les actionnaires. Alors, maintenant, un petit point sur ce qu'on appelle l'impact du choix d'un mode de financement. L'impact du choix d'un mode de financement en analyse financière va se situer au niveau des équilibres du fonds de roulement du besoin en fonds de roulement. L'impact, du choix du mode de financement en analyse financière, il se situe au niveau des équilibres du fonds de roulement qu'on a vu tout à l'heure, du besoin en fonds de roulement qui est donc ces décalages entre les différentes achats, ventes, dettes, clients, dettes, fournisseurs et de la trésorerie. Donc, impact du choix du mode de financement, il se fait en fonction de trois variables, le fonds de roulement net, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Voilà. Du coup, on passe, c'est ce que je vous expliquais, à la méthode des scores. Et donc, on en arrive à ce graphique. Donc, vous avez la valeur du score Z. Ici, hop, on trace les traits. Vous avez ici 0,10, ici 0,04 et ici moins 0,05. Et ici, 90%, 65%, 30%. Et ici, c'est votre risque de défaillance.
Voilà, donc ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, la valeur du score Z, vous avez la bonne situation en haut, c'est-à-dire si l'entreprise est dans une bonne situation financière. Dans cette zone-là, le risque de défaillance, il est inférieur à 30%. Vous avez cette catégorie intermédiaire prudence où le risque de défaillance peut varier entre 30 et 65%. L'entreprise est vraiment en danger si elle se situe entre 65 et 90% de risque de défaillance. Et si vous êtes à 90% de défaillance ou plus, vous êtes en échec. Hop. Et ben voilà, on a terminé sur ce cours de gestion et de finance sur le besoin en fonds de roulement. Donc vous vous souvenez, deux grandes parties, le bilan, les soldes intermédiaires de gestion. Très important de se souvenir que dans le bilan d'une entreprise, vous avez le passif et l'actif. Le passif, s'il est inférieur à l'actif, vous êtes endetté, vous êtes en perte. Et si l'actif est supérieur au passif, vous dégagez des bénéfices. Et pour ce qui est du BFR, le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement net va venir financer ce besoin en fonds de roulement qui se caractérise par tous les décalages que vous pouvez avoir dans une entreprise entre les encaissements et les règlements. Et puis s'il y a un excédent du fonds de roulement, il viendra financer la trésorerie dont dispose l'entreprise. Voilà, et ben, je vous souhaite un bon apprentissage de ce cours, des bonnes révisions et puis très bonne journée. À bientôt.